On pourrait croire qu'après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, le monde allait enfin connaître la paix. Eh bien, pas vraiment. En fait, on est entré dans un tout nouveau jour de conflit planétaire. Pendant près d'un demi-siècle, deux superpuissances se sont affrontées non pas directement sur le champ de bataille, mais dans une lutte idéologique, économique et militaire qui a littéralement façonné le monde dans lequel nous vivons. C'est l'histoire de la guerre froide. S'il y a une phrase qui résume parfaitement toute cette période, c'est bien celle-là, du politologue Raymond Aron. Paix impossible, guerre improbable. Ces quelques mots disent tout. Ils décrivent des décennies de tensions extrêmes entre deux géants qui, d'un côté, ne pouvaient absolument pas s'entendre, mais de l'autre, ne pouvaient pas non plus se permettre une guerre directe. Pourquoi ? À cause de l'arme nucléaire. Cette phrase, c'est vraiment la clé pour comprendre toute la logique de la guerre froide. Alors qui sont ces deux géants ? Sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, deux vainqueurs émergent. Mais ils sont radicalement différents. D'un côté, les États-Unis. C'est la première puissance économique mondiale, avec une marine et une aviation sans égale. Et au début, le monopole de la bombe atomique. De l'autre, l'Union soviétique. Un territoire immense, une armée de terre colossale, la fameuse armée rouge, et un prestige énorme pour avoir vaincu les nazis. Deux visions du monde, le capitalisme contre le communisme, la confrontation semblait presque inévitable. Et cette opposition, elle ne va pas rester théorique très longtemps. Très vite, ce fossé idéologique va se matérialiser par des frontières, des murs, des alliances, coupant le monde, et surtout l'Europe, littéralement en deux. Le premier coup de semonce vient de Washington. En 1947, avec la doctrine Truman, les Américains posent les choses clairement. Ils aideront n'importe quel pays menacé par le communisme. Le but n'est pas d'attaquer l'URSS, mais de contenir son influence, de l'enfermer dans ses frontières. C'est la stratégie de l'endiguement. Le mot est lâché. Mais la guerre, elle est aussi économique. Les États-Unis lancent le plan Marshall, un torrent de dollars pour reconstruire l'Europe de l'Ouest. L'idée est simple, un pays prospère ne devient pas communiste. C'est une arme économique redoutable. Évidemment, Moscou réplique en créant le Comecon pour souder les économies de l'Est à la sienne. On a maintenant deux blocs économiques qui se tournent le dos. Il manquait la dimension militaire. Face à la puissance de l'armée rouge qui stationne en Europe de l'Est, l'Ouest décide de s'unir. C'est la naissance de l'OTAN. Et son principe est simple mais révolutionnaire. Si un membre est attaqué, tous les autres doivent le défendre. C'est l'article 5. Le bloc de l'Ouest a désormais son bouclier. Et comme dans un miroir, l'Est répond. 6 ans plus tard, quand l'Allemagne de l'Ouest rejoint l'OTAN, c'est la goutte d'eau pour Moscou. L'URSS crée le pacte de Varsovie. Le tableau est désormais complet. L'Europe est coupée en deux par ce qu'on appellera le rideau de fer, avec deux alliances militaires surpuissantes qui se font face. La paix, impossible, est bien en place. Si la guerre directe en Europe était improbable, ça ne veut pas dire que le monde était en paix. Loin de là. Les deux superpuissances se sont affrontées de manière indirecte partout sur le globe et ont parfois frôlé une confrontation nucléaire qui aurait pu tous nous anéantir. La guerre froide est devenue très chaude dans de nombreux pays. En Corée, au Vietnam, plus tard en Afghanistan, le schéma était souvent le même. Un conflit local dans lequel chaque superpuissance soutenait un camp. C'était une sorte de partie d'échec mondial où les pions étaient des nations entières. Des millions de personnes sont mortes dans ces guerres par procuration, sans que jamais un soldat américain et un soldat soviétique ne se tirent dessus directement. Mais à quel point est-on vraiment passé près de la catastrophe ? Est-ce qu'on a frôlé l'apocalypse ? La réponse est oui. Un événement en particulier a mis le monde au bord du gouffre, un moment où la guerre improbable a failli devenir une terrible réalité. On est en octobre 1962. Des avions espions américains qui survolent Cuba prennent des photos qui glacent le sang de l'administration Kennedy. Ils découvrent des bases de lancement pour des missiles nucléaires soviétiques, à Cuba, c'est-à-dire à moins de 200 km des côtes de la Floride. C'est le début de 13 jours de crise qui vont faire retenir son souffle à la planète entière. C'est un jeu de poker menteur à l'échelle mondiale. Kennedy choisit de ne pas envahir Cuba, mais d'imposer un blocus naval. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Atlantique, où les navires soviétiques transportant d'autres missiles se dirigent droit sur la ligne de blocus américaine. La guerre nucléaire n'a jamais été aussi proche. Finalement, un accord est trouvé. Officiellement, les soviétiques font marche arrière. Mais ce qu'on apprendra bien plus tard, c'est qu'il y a eu un marché secret. En échange, les Américains ont accepté de retirer, discrètement, leurs propres missiles installés en Turquie. La guerre a été évitée de justesse. Après cette énorme frayeur, les deux blocs vont entrer dans une nouvelle phase. Une phase faite de hauts et de bas, de périodes de dégel et de nouvelles tensions, qui va mener, de manière assez surprenante, à l'effondrement total de l'un des deux systèmes. La crise de Cuba a vraiment eu l'effet d'une douche froide pour tout le monde. Les deux camps ont compris qu'ils étaient allés trop loin et qu'il fallait mettre en place des garde-fous. C'est le début de ce qu'on a appelé la détente. On installe le fameux téléphone rouge entre Washington et Moscou pour pouvoir se parler directement en cas de crise. Et on commence même à signer des traités pour limiter la course aux armements nucléaires, comme les accords SALT. Mais cette accalmie ne dure pas.
En 1979, l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS fait voler la détente en éclats. C'est le retour à une période de gel. Le président américain de l'époque, Ronald Reagan, adopte une ligne très dure et lance un projet pharaonique, l'initiative de défense stratégique, que les médias surnomment la guerre des étoiles. C'est un projet de bouclier spatial qui coûte une fortune, et l'économie soviétique, déjà chancelante, est tout simplement incapable de suivre le rythme. Et c'est là qu'arrive un personnage clé, Mikhaïl Gorbatchev. En 1985, il prend la tête de l'Union soviétique. Il voit bien que le système est à bout de souffle, au bord de l'effondrement économique. Pour tenter de le sauver, il lance 2 réformes majeures. La perestroïka, pour restructurer l'économie, et la glasnost, pour la transparence et la liberté d'expression. Son intention était de réformer le communisme, mais sans le vouloir, il a allumé la mèche qui allait tout faire exploser. Et l'effet est fulgurant. La glasnost libère une parole et une énergie qui étaient contenues depuis des décennies. L'année 1989 est incroyable. Les régimes communistes en Europe de l'Est tombent les uns après les autres. Et puis, il y a ce soir du 9 novembre, cette image qui a fait le tour du monde et qui symbolise la fin de toute une époque. Le mur de Berlin qui tombe. À partir de là, tout s'enchaîne. 2 ans plus tard, le jour de Noël 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionne et l'Union soviétique cesse d'exister. La guerre froide est finie. La chute du mur n'a pas seulement changé la carte de l'Europe. Elle a complètement bouleversé l'ordre mondial et nous a laissé un héritage extrêmement complexe dont on ressent encore les effets aujourd'hui. On est passé d'un monde bipolaire avec 2 camps bien définis à un monde qu'on dit multipolaire. Après une courte période où les États-Unis semblaient être la seule superpuissance, on a vu l'émergence de nouveaux acteurs majeurs comme la Chine et le retour d'une Russie qui veut retrouver son influence. Les règles du jeu géopolitique ont totalement changé. Au-delà de la géopolitique, il y a aussi une leçon plus humaine. La guerre froide, c'était l'histoire d'une méfiance totale. Chaque camp voyait l'autre à travers le prisme de sa propre idéologie, en déformant ses intentions, en le diabolisant. Et à cause de ça, combien d'opportunités de dialogue, de rapprochement ont été manquées? C'est une question qui reste ouverte. Et il ne faut pas croire que cette histoire appartient complètement au passé. Quand on regarde les grands titres de l'actualité aujourd'hui, les tensions avec la Russie, la montée en puissance de la Chine, les nouvelles formes de compétition mondiale, on se rend compte que beaucoup de ces dynamiques trouvent leur origine dans ce grand conflit du XXe siècle. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre la guerre froide. C'est peut-être ça son héritage le plus important.